Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Cette semaine à Fanball, je commence l'émission bien sûr en vous parlant de ces nouveautés parce qu'il y en a plusieurs pour la saison 3 de Fanball. Je vais également de mon palmarès des meilleurs corps arrière qui sont les corps arrière que vous devez convoiter pour votre repêchage dans votre ligue de Fantasy Football. Et je termine l'émission avec, bien sûr, mes prédictions pour deux divisions dans la NFL, soit la division de l'Est de l'Américaine et la division Est de la Nationale. Tout ça à Fanball. Enfin, c'est commencé la saison 3 de Fanball et pendant l'été, on a brainstormé, là, comme on dit en bon français, là, avec Gabriel, producteur de l'émission, mais également là, Myriam, ma conjointe, qui s'occupe un peu des effets pour essayer de monter le niveau de Fanball d'un cran. Et pour l'émission et pour la saison, il va y avoir quelques nouveautés. Donc, c'est sûr que pour le premier épisode, ça se peut que ça tourne un petit peu plus carré, mais on se lance dans l'aventure pour la saison 3. On s'est dit qu'il faut essayer d'augmenter la qualité de Fanball pour justement réussir à aller chercher, d'agrandir cette grande famille d'auditeurs du balado Fanball pour justement aller se partager nos trucs, nos conseils pour s'améliorer dans nos fantasy football. Donc, j'ai une petite liste là, ici à ma gauche là, pour discuter des nouveautés du balado Fanball. Premièrement, je sais que les dernières années, on publiait souvent le mardi ou le mercredi. On va publier le lundi soir, juste avant le Monday Night Football. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une petite rubrique sur le match du lundi soir, mais également, ça va nous permettre, en tant que pooler, là, de tout de suite faire nos modifications mardi pendant la journée parce que pour plusieurs ligues, on doit faire nos choix là, pour nos agents libres pour aller améliorer l'équipe le mardi pour que le mercredi minuit, le mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, les changements sont opérés. Donc, si on sort l'émission lundi, on s'est dit qu'on va rendre service à plusieurs poolers pour justement là, faire les modifications le plus rapidement possible. Et en plus, on a un genre d'avant-match pour les matchs du lundi soir, donc ça va être très plaisant. Là, on va revenir sur les matchs du dimanche, mais également, on va mettre la table de l'affrontement du lundi soir. Et souvent, c'est des matchs super importants là, pour déterminer qui va remporter sa semaine dans votre fantasy football. Même qu'on va être très transparent, là, peut-être qu'on va vous partager qu'on doit espérer, je ne sais pas, une belle performance de CeeDee Lamb qui joue lundi pour les Cowboys pour espérer là, sortir avec la victoire. Donc, je pense que ça va être un aspect très intéressant là, de publier toujours l'épisode de la semaine le lundi soir. Autre nouveauté dans la diffusion, c'est qu'on va diffuser en direct sur YouTube et également sur Instagram. Il nous reste quelques petites technicalités à terminer là, pour être en mesure de le faire, mais je crois que dès la semaine prochaine, on va être en mesure de publier le lundi soir sur YouTube et sur Instagram, mais l'épisode va également être disponible, bien sûr, là, sur les sites de balado, là, votre balado préféré, là, que ce soit Spotify, etc., le Balado Québec, il y en a plein, là, on est un peu partout, donc ça va être l'autre aspect intéressant. Sinon, comme les dernières années, on continue là, de publier nos vidéos sur TikTok, sur Instagram également. Instagram, je pense que ça va être plus au niveau de l'actualité. Donc, je souvent repost des trucs. Il y a également des petits commentaires que je vais publier sur la nouvelle. Et sur TikTok, on a des petits montages là, très dynamiques là, qui vont être publiés, là, qui vont circuler sur votre feed d'actualité. Donc, ça va être toujours très intéressant. On l'avait commencé à le faire l'année dernière et ça avait connu un succès fou. Là. Donc, on va poursuivre ces petites vidéos, là, les Reels, sur TikTok et sur Instagram. Il y a également
on va revenir dans le fantasy football des gars de trop fort pour la ligue. Donc, on va participer pour une deuxième année là, à ce fantasy football. L'année dernière, on avait perdu en quart de finale. Donc, c'est sûr que l'objectif cette année, c'est de faire plus haut qu'une élimination en quart de finale. Mais bon, je crois qu'on a une bonne chance. L'année passée, c'était la première fois que j'étais dans un format de 12 équipes PPR avec budget là, pour les joueurs autonomes. Donc, ça, c'était peut-être beaucoup de nouveautés et on affrontait quand même quelques personnes là, qui connaissaient très bien justement l'univers des fantasy. Je pense que cette année, je vais être en mesure, avec le balado, de faire meilleure figure là, pour justement la prochaine saison. Donc, c'est un peu les nouveautés et les classiques qui reviennent pour la prochaine saison. On va essayer d'avoir également plusieurs segments et ouverts à toutes les sortes là, de la prochaine saison. Aujourd'hui des corps arrière parce que c'est là, année après année, euh, pour le football. Pas pour nécessairement les fantasy football, mais pour une équipe de football dans la NFL. Et je voyais beaucoup là, des publications sur les réseaux sociaux. Ah, Patrick Mahomes, il est un peu plus gros, moins musclé que les autres années, peut-être fêté un peu trop, même s'il a perdu en finale. Ça fait quand même trois, quatre saisons de suite là, qui sera jusqu'au bout ou en finale d'association. Mais ça reste que c'est le numéro un et je ne suis même pas sûr si Josh Allen, Lamar Jackson ou Joe Burrow pourraient un jour déloger Patrick Mahomes quand on va penser au meilleur corps arrière de cette époque. Je m'explique. Euh, Souvent, quand un joueur domine très tôt dans sa carrière, on dirait qu'on associe l'époque à son succès, ce qui fait en sorte que même si Josh Allen remporte les deux prochains Super Bowls, il tire derrière contre Patrick Mahomes. Est-ce que l'écart est déjà là, trop loin pour remonter là, pour Josh Allen, Lamar Jackson ou Joe Burrow? Je pense que oui. Je pense que Patrick Mahomes a déjà démontré qu'il est le meilleur corps arrière pour les 10 prochaines années. Là, on va penser, là, lorsqu'on va parler de des années 2020, on va penser à la décennie Patrick Mahomes même s'il se blesse et manque une saison et demie, on va toujours associer que le meilleur corps arrière de cette époque est Patrick Mahomes. Euh, En position numéro 2, j'ai mis Josh Allen, gagnant du MVP l'année dernière. C'est le genre de joueur qu'il est un peu un Superman, j'ai l'impression. Quand il veut remporter un match, il traîne littéralement son équipe sur les épaules avec des touchés au sol et va justement remporter le match. En troisième position, Lamar Jackson et en quatrième position, Joe Burrow. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour ce top 4. Ça, je l'ai classé dans le tiers 1, là, le tiers supérieur de la NFL. Si une de ces équipes a un de ses corps arrière, on est bien, on ne bougera jamais pour échanger nos corps arrière. On l'a signé pour les 10 prochaines années et ça va rester comme ça. Le tiers 2, j'ai 5 corps arrière qui font partie de ce deuxième bloc. On va commencer par Jalen Hurts. Jalen Hurts fait partie, c'est pas nécessairement qu'il est cinquième. Là. Je le nomme comme ça, il est peut-être neuvième. Il va falloir s'y pencher davantage, mais il est dans ce bloc numéro 2 parce qu'il a remporté un Super Bowl. C'est le seul qui a réussi à battre Patrick Mahomes avec Tom Brady au Super Bowl. Oui, il a toute une formation devant lui. Il a peut-être la meilleure ligne offensive de la ligue, peut-être le meilleur trio de receveurs de passe de la ligue, le meilleur porteur de ballon de la ligue. Donc, il a seulement besoin d'être un top 10 corps arrière dans la ligue pour connaître du succès et il fait le travail. Des fois, lorsqu'on est dans une organisation que
beaucoup de pression. Comme les Eagles de Philadelphie, on sait que les partisans sont très intenses, sont très investis dans l'équipe, ce qui fait en sorte qu'il y a de la pression et je pense que Jalen Hurts réussit à limiter son travail, mais à faire le travail quand même. Ce qui fait en sorte que c'est la seule chose qu'on doit demander d'un corps arrière, c'est qu'il se présente semaine après semaine. Et Jalen Hurts le fait d'une base hebdomadaire. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai mis là-dedans. Et je me rappelle du premier Super Bowl contre Patrick Mahomes. Il avait connu le match de sa vie. Là. Donc, moi, j'ai encore cette image de Jalen Hurts qu'il est capable de compétitionner le tiers 1 avec un match aussi offensif qu'il a fait il y a quelques années contre les Chiefs. Par la suite, les autres corps arrière, là, j'ai Matthew Stafford. Je pense que c'est sans surprise qu'il se retrouve sur la liste de plusieurs si vous faites le même exercice à la maison. Il est dominant. Il est très bon. Il est pas toujours le plus spectaculaire parce qu'il n'a pas l'aspect athlétique, donc il ne court pas tout le temps, il reste dans sa pochette, mais que ce soit Cooper Kupp dans les dernières années, Puka Nacua depuis 2 ans, et là avec Davante Adams, j'ai très hâte de le voir parce que je suis convaincu qu'il va être, que sa chimie avec Adams va être instantanée. Il est capable de placer le ballon comme très peu de corps arrière dans la ligue est capable de le faire. Justin Herbert, je le mets, oui, parce que il est grand, il est fort, il a tout un bras, il est très bon, il est précis, il est capable de courir. La seule raison pourquoi il n'est pas dans le tiers 1, c'est qu'en série, pour l'instant, il ne connaît pas de succès et il y en a qui pourraient dire que Joe Burrow n'en connaît pas non plus, il n'y a pas de Super Bowl, Lamar Jackson non plus, Josh Allen, mais au moins ils ont des victoires en éliminatoire, contrairement à Justin Herbert, où c'est toujours plus difficile. Malheureusement, oui, il a connu quand même du succès, mais on se souvient des déboires de l'équipe qui, malheureusement, fait en sorte, là, comme l'année passée contre les Texans de Houston, a lancé 3 ou 4 interceptions, a connu son pire match de l'année au pire moment. Donc, c'est pour cette raison que je le mets dans le tiers 2. Sans surprise, CJ Stroud est là. Il a connu toute une bonne première saison recrue l'année passée. À sa deuxième saison, il a été également là, fort dominant. A chauffé les Chiefs de Kansas City sans Tank Dell, sans également là, Stephon Diggs, sans Nico Collins qui s'est blessé à la toute fin. En tout cas, il avait plus beaucoup là, de joueurs en santé et a quand même réussi à chauffer les Chiefs de Kansas City qui, tout le monde les voyait comme la meilleure équipe dans la NFL. Et la dernière personne qui a réussi à se tailler une place dans le tiers 2, c'est Jaden Daniels. Jaden Daniels, l'année passée, a été tout simplement là, sensationnel. Je pense que même si vous n'êtes pas un amateur de football ou un connaisseur, vous regardez un match des Commanders de Washington et vous savez presque instantanément là, que Jaden Daniels est très, très, très bon. Même que vous saviez qu'il fait partie de l'élite de la NFL. Pour ce qui est du tiers numéro 3, j'ai 6 quarts arrière qui se sont taillés à une place. Brock Purdy, je vous dirais que lui, c'est de justesse là, entre la 3 et la 4. Je ne suis pas encore vendu Brock Purdy, mais un peu comme Jalen Hurts, ce qu'on lui demande de faire, il le fait très bien. Et l'année passée, c'est les blessures de pas mal tout le monde de l'équipe qui a fait en sorte que son équipe s'est décomposée. Par la suite, j'ai Jordan Love. J'ai vraiment aimé la dernière saison. J'ai l'impression qu'il a pris un pas d'avantage de plus là, dans son jeu, va chercher des verges au sol, est capable de distribuer très bien le ballon. D'ailleurs, on ne connaît même pas l'identité du receveur numéro 1 à Green Bay. On dirait que de semaine en semaine, ça change. Et ça montre que Jordan Love est capable de lancer le ballon et distribuer le ballon à la personne qui est démarquée et non a une béquille à lancer toujours le ballon vers le même joueur en cas de pression évidente. Jared Goff, l'année passée, avait
presque s'est taillé une place dans la conversation du MVP, là, avait connu toute une saison. J'ai hâte de voir, par contre, cette année, sans Ben Johnson comme coordonnateur offensif. Et c'est une des raisons pourquoi je l'ai mis dans le tiers 3 et non dans le tiers 2. J'ai l'impression que il doit encore me convaincre sur certains aspects. Et c'est ça la différence du tiers 3, c'est que j'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque chose là, à ses corps arrière, là, que ce soit justement là, le fait de gagner des matchs importants, le fait ben, c'est principalement ça, là, gagner des matchs importants, je pense, dans la NFL, c'est l'aspect le plus important. C'est une des raisons pourquoi j'ai mis Kyler Murray. Moi, je le trouve spectaculaire, il est mobile, il a un bon bras pour son gabarit, va chercher des verges importantes, est toujours dans la partie. Mais il y en a qui pourraient dire que son attitude n'est pas l'idéal et je le comprends. Ce qui fait en sorte que je l'ai mis là-dedans et je ne l'ai pas vu non plus remporter des matchs en série. C'est rare qu'il ait réussi à participer. Je pense que c'est une seule fois là, lors des éliminatoires depuis le début de sa carrière. Baker Mayfield, également dans le tiers numéro 3. Je pense que depuis son arrivée à Tampa Bay, il a montré à tout le monde qu'il est capable de gagner des matchs importants. En fin de quatrième quart, il est capable de traverser le terrain avec des Mike Evans et Chris Godwin. Oui, il y a de bons receveurs pour l'appuyer, mais ça reste qu'il est capable d'avoir cette pression. Et j'aime cette hargne de Baker Mayfield lorsqu'il y a un jeu important là, en fin de match, fin de quart. On dirait que l'espace d'un jeu, on pourrait voir Josh Allen, dans le sens qu'on dirait qu'il met sa cape de super-héros, va frapper le joueur en défensive pour aller gagner la verge ou les 2 verges manquantes pour le premier essai. Donc, il y a certains flashs de Baker Mayfield, on dirait presque voir Josh Allen, mais il y a d'autres jeux qu'on réalise que c'est seulement Baker Mayfield et c'est pour cette raison qu'il est dans le tiers numéro 3. Et l'autre joueur que je viens tout juste d'ajouter dans le tiers 3, c'est Bo Nix, corps arrière des Broncos. Je pense qu'il a montré quelques flashs. L'année dernière, en raison des blessures, les Broncos, on dirait qu'on les a vite tassés des séries et pourtant, ils ont toujours été dans le portrait des éliminatoires. Je pense que Bo Nix, cette année, pourrait prendre un pas davantage au niveau de l'attaque, surtout qu'on vient de signer Courtland Sutton, son receveur numéro 1, à long terme. Ce qui fait en sorte qu'on a confiance en Bo Nix et on a confiance en Sutton. Et je pense que pour les poolers, ça peut être intéressant d'aller repêcher peut-être un de ces 2 joueurs-là dans votre fantasy. Tiers numéro 4, c'est un tiers que c'est comme un peu la croisée des chemins. J'ai mis Drake May dans le sens que pour Drake May, il est encore jeune. Lui, il n'est pas à la croisée des chemins. Je pense que c'est le corps arrière d'avenir des Patriotes. Mais là, pour la première fois, on va lui donner un receveur de passe qui a du bon sens, Stephon Diggs. Et là, j'ai hâte de voir s'il va être capable de prendre vraiment ce pas de plus pour l'attaque des Patriotes. Mais par la suite, on a Sam Darnold qui a connu une très bonne saison avec les Vikings, mais est-ce que c'était un one-time deal? Peut-être. J'ai hâte de voir avec les Seahawks s'il va être capable de refaire la même chose. J'ai Dak Prescott. Là, on a été chercher George Pickens. On a CeeDee Lamb, qui est peut-être une top 3 des meilleurs receveurs dans la ligue. On se retrouve avec peut-être le meilleur duo de la Ligue nationale de football. Il doit performer. Il ne peut pas manquer les séries d'après-saison. Et je ne sais pas si les Cowboys vont les faire, les séries, les éliminatoires. Pendant des années, on avait la meilleure ligne offensive. On avait un très bon jeu au sol. On a même eu pendant quelques années avec Ezekiel Elliott le meilleur jeu au sol de la ligue. On a toujours eu des receveurs vedettes. Amari Cooper, CeeDee Lamb, Dez Bryant, je pense au début de sa carrière, je pense qu'il a joué une année ou 2 là, avec Dak. On a toujours eu des corps arrière, une équipe offensive vedette là, avec des joueurs d'impact. La défensive des Cowboys n'a jamais été vraiment mauvaise. Depuis les dernières années, on a Micah Parsons qui réussit à solidifier le tout. Donc, ce n'est pas la meilleure défense de la Ligue, mais c'est certainement pas la pire. Et ça fait en sorte que les Cowboys sous-performent. Moi,
ma conclusion, c'est que le corps arrière est vraiment moins bon que ce que les gens pensent. Je comprends qu'au niveau des statistiques, il paraît bien. C'est le genre de corps arrière que tu veux au niveau du leadership. Une bonne prestance, prend la parole après les matchs, fait des bonnes conférences de presse. Mais sur le terrain, quand ça compte, il n'est pas toujours là. Et ça, je pense que c'est en raison de sa blessure il y a quelques années là, au niveau des jambes. Ça fait en sorte qu'il est beaucoup moins mobile, lance le ballon un peu moins fort parce que son transfert de poids là, est peut-être un peu moins bon. Et ça fait qu'il est tout simplement moins bon, Dak Prescott. Et c'est pour cette raison que j'ai mis dans le tiers 4. Ça, le tiers 4, là, c'est position 15-20 là, environ dans la ligue. Donc, pour les gens qui disent qu'ils sont il est top 10, là, moi, je ne vois vraiment pas ça du côté de Dak Prescott. Tiers 5, c'est des corps arrière qui leur restent une année. On peut penser à Aaron Rodgers, Kurt Cousin, Russell Wilson, Joe Flacco, Geno Smith. Je ne vois pas comment ils pourraient connaître du succès pendant une saison et demie là, avec Vegas. J'espère me tromper pour sa carrière parce que son histoire est très belle. A eu une deuxième chance, a réussi à se tailler une place, mais surtout qu'il n'est pas très bien encadré. Là. Seulement un receveur là, digne de mention et c'est Brooks Bowers. Pour le reste, ça va se jouer au sol. Ça va peut-être y enlever un peu moins lui enlever de la pression, mais il y avait un peu un jeu similaire avec Seattle où on courait énormément le ballon là, avec Kenneth Walker et Charbonnet. Donc, j'ai hâte de voir avec Genty là, si on va faire la même chose, surtout que c'est le même coach qui va être derrière le banc. Et j'ai Tua qui fait partie de cette classe de corps arrière qui lui reste une année parce que moi, je pense que les blessures vont finir par le rattraper. On sait que sa tête est extrêmement fragile et j'ai l'impression que malheureusement, là, je pense comme tout le monde là, qui regarde un match des Dolphins, il est à un contact que sa carrière est terminée. Donc, c'est triste, mais c'est ça. Dans le tiers 4, j'avais oublié de mentionner Trevor Lawrence, je l'ai mis là. Aurait pu être dans le tiers 5, Trevor Lawrence. Je crois que il va lever son jeu d'un cran et là, on va reconnaître le Lawrence universitaire. Surtout qu'on a été chercher Travis Hunter comme choix de premier tour. On a toujours Brian Thomas Jr. qui a connu là, un fort succès dès sa première saison. Donc là, pour une des premières fois, là, je pense qu'on a une chimie qui s'est bâtie là, entre le corps arrière et le receveur. On avait eu des bons receveurs de passe hein, dans les dernières années. On peut penser à Christian Kirk, également à Calvin Ridley. Mais on dirait que la chimie ne passait pas. Le jeu, le coach, peut-être, le jeu au sol grugeait un peu trop de. Là, on a un nouveau coach. C'est comme un peu la dernière chance pour Trevor Lawrence. C'est une des raisons pourquoi j'ai hésité pour ne pas le mettre dans la 5, parce que la 5, c'est ma catégorie dernière chance. Mais j'ai l'impression que parce qu'on l'a signé un peu plus à long terme, même s'il connaît une moins bonne saison, on va quand même essayer de lui donner une autre saison. Donc, ce n'est pas la dernière chance pour Trevor Lawrence. Tiers 6, c'est les carrières que j'ai tout simplement plus confiance. Justin Fields, ça va être un peu... j'ai hâte de voir là, avec les Jets. J'espère qu'il va rebondir, mais c'est le genre de carrière qui a eu je ne sais pas combien de chances. Et on lui en donne toujours parce qu'il a été capable de faire un flash ou deux sur YouTube. Puis ça, je pense que la pire chose dans la NFL, c'est d'avoir un corps arrière qui est inconstant. J'aime mieux avoir un corps arrière un peu moins bon, mais qui est constant, qu'un corps arrière qui va te voler une game, mais qui va t'en faire perdre 3 par la suite. Donc, Justin Fields, je le place dans cette catégorie. Kenny Pickett, on parle encore de Kenny Pickett en 2025. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur a encore une job dans la NFL. Même chose pour Daniel Jones. Daniel Jones puis Richardson à Indianapolis. Comment dire? C'est vraiment ridicule comme duo de corps arrière. Ça te prouve comment Richardson n'est pas vu comme un très bon corps arrière quand
on amène Daniel Jones et il y a plusieurs personnes qui disent que ça va être Daniel Jones qui va être numéro 1. Là, c'est presque clair. Ça te montre que Richardson est loin de faire l'unanimité là, avec les Colts. Pourtant, je donnerais une chance à Richardson avant Daniel Jones. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'y donnerais juste parce qu'il est un peu plus jeune. Et ça, c'est donc mes 6 catégories. J'en ai une 7e, c'est les recrues ou les joueurs que c'est trop tôt pour juger ou les placer dans une des catégories. Là-dedans, j'ai mis bien sûr Penix Jr., même s'il a connu des quelques flashs. Je pense que là, une demi-saison, c'est un peu tôt pour juger un corps arrière. Même chose pour Caleb Williams. Je pense qu'il n'était pas dans des conditions favorables. Là, par contre, ça va compter. Il est avec Ben Johnson, avec les Bears. Il a des bons receveurs de passe. Il a quand même un bon porteur de ballon. On essaie d'améliorer au niveau de la ligne offensive. On a repêché un bon allié rapproché. Donc, vraiment, là, je pense que tout est en place pour que Caleb Williams connaisse du succès, mais on va lui donner quand même le temps de le faire. Il y a J.J. McCarthy, bien sûr, qui a été blessé au niveau l'année passée, donc ce qui fait en sorte que on ne peut pas vraiment l'évaluer. Et on a les recrues, on a Cam Ward dans cette catégorie et Sanders que j'ai mis également. Là, j'ai hâte de voir si Sanders va réussir à se tailler une place. Déloger peut-être le corps arrière numéro 1. Je ne crois pas qu'il va commencer l'année, mais ça ne me surprendrait pas que rendu semaine 7, semaine 8, on lui donne le ballon. Peut-être semaine 10, quand les vont être écartés des éliminatoires ou du portrait des séries, on va peut-être tester nos jeunes parce qu'on a repêché quand même 2 dans cette partie. Donc, voilà ce qui fait en sorte que c'est mon classement des meilleurs carrières dans la NFL. Mais là, c'est seulement au niveau de la partie, non pour le fantasy football, parce que ça peut changer. On sait que Josh Allen, Lamar Jackson et là, Jaden Daniels vont être des corps arrière qui vont être repêchés très haut. Donc, voilà, c'était ma petite rubrique corps arrière. Les prochaines semaines, bien sûr, je vais vous partager mes listes des meilleurs receveurs, des receveurs que je devrais sélectionner là, dans mon repêchage. Même chose pour les porteurs de ballon. Maintenant, là, parlons un peu prédiction. Ça, c'est toujours intéressant. L'année passée, j'avais fait un épisode seulement sur la Ligue américaine, un seulement sur la Ligue nationale. Cette année, j'ai décidé de parler pour les 4 prochaines semaines des divisions Est, Ouest, Nord, Sud. Donc, on va commencer par l'Est, tant pour la nationale que pour l'américaine. Je vais commencer par la nationale. J'en ai glissé un mot. Giants, ça va être dans le bas du classement. Les Cowboys en 3e position. Et les Commanders en 2e, bien sûr, les Eagles en 1re position. J'ai hésité avec les Commanders et les Cowboys cette année, plus que l'année dernière. L'année dernière, je voyais vraiment les Commanders 2e et les Cowboys 3e. Cette année, je vois encore ça. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si Terry McLaurin va signer, va être échangé. Il y a des petits points d'interrogation, je trouve, là, autour de ça, parce qu'après, on tombe à Deebo Samuel. Deebo, on dirait que vraiment là, a descendu là, de 1, 2, 3 coches dans la dernière année avec la dernière année avec les 49ers. C'est pour cette raison que je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation au niveau des Commanders. Par contre, on a Jaden Daniels, que lui, je suis certain qu'il va connaître du succès. Pour les Cowboys, c'est l'inverse. On a une situation qui est quand même plutôt stable. Oui, Jerry Jones continue à faire ses frasques avec des commentaires comme je ne sais pas si Michael Parsons va être aussi dominant. La ligne, on dirait qu'il lance des petites flèches à son équipe, mais ça peut seulement les motiver. Et peut-être que ça va justement aider les Cowboys à bien partir la saison. Mais moi, mon point d'interrogation, vous le savez, c'est Dak Prescott. Je pense qu'il est premièrement énormément surpayé, d'au moins 20 millions. Et c'est ça.
Je pense que c'est la raison pourquoi je mets les Cowboys en troisième position. Sans surprise, les Giants, quatrième. Giants, je crois que Russell Wilson peut faire quand même quelque chose d'intéressant, mais nouveau corps arrière, on a des nouveaux jeunes joueurs dans cette équipe. On va leur donner du temps. Peut-être dans 2-3 saisons, les Giants vont être capables de remonter. Je pense que cette année, là, on se positionne pour essayer de repêcher un corps arrière et de relancer cette formation new-yorkaise. Bon, voilà, c'était les prédictions de la NFC. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises là. Dans la AFC, dans l'est de la AFC, je pense que je vais vous surprendre. Pas pour la première position, parce que ça, c'est les Bills. Calendrier facile. Je pense quand même que les Bills pourraient terminer premier là, dans l'américaine en raison du calendrier. L'équipe s'est également améliorée, je pense, là, à certaines positions. On compte toujours sur un des meilleurs carrières de la Ligue en Josh Allen. À position numéro 2, par exemple, dans l'Est américaine, je mets les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est l'équipe qui a été la plus agressive sur le marché autonome. A été chercher énormément de joueurs en défensive. Déjà qu'on avait une bonne défensive, dans la moyenne. Là, on va chercher des joueurs élites en défensive. Et on est allé chercher surtout le coach, selon moi, le plus convoité depuis les 2-3 dernières saisons. C'est l'un des meilleurs coachs dans la Ligue, Mike Vrabel. Qui aurait pensé que les Titans du Tennessee auraient connu autant de succès dans les dernières années si ce n'était pas de Mike Vrabel? A même sorti les Chiefs de Kansas City, hein, on l'oublie, mais avec un certain Marcus Mariota a délogé là, la formation de Laurent Duvernay-Tardif et un Patrick Mahomes, un Travis Kelce au sommet de leur forme. Mike Vrabel peut faire des miracles. Je pense qu'au niveau de la défensive, c'est réglé pour les Patriots. Elle va être extrêmement dominante. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je risque de la repêcher dans mes ligues de fantasy football. Ce n'est pas le genre de défensive qui a les lumières au-dessus là, pour les mettre en valeur, mais je pense que calendrier facile, très bonne défensive, ça va faire des flamèches, ça va faire également énormément de points fantasy football. Et des fois, une défensive, ça peut sauver votre semaine. Sinon, en position numéro 3, j'ai mis les Jets. Les Jets ont trop une bonne défensive et quand même de bons éléments à l'attaque. On peut penser à Garrett Wilson, qui est un des meilleurs receveurs de la Ligue. En Breece Hall, on dirait que cette année, parce qu'il a été un peu blessé, on dirait qu'on l'a dit, il n'est plus un élite. Ça reste un porteur de ballon élite dans cette ligue, Breece Hall. Je ne comprends pas pourquoi les attentes ont super baissé là, pour ce porteur de ballon-là. Corps arrière, que vous savez, mais j'ai l'impression que si on est capable de lui faire un peu beaucoup de jeux d'options avec Breece Hall, ça peut être dominant. Et on veut juste un corps arrière qui fait 17 points, 18 points avec les Jets. Et on a une défensive qui est capable de nous garder dans le match et peut-être de remporter des matchs. Donc, c'est encore une fois pourquoi je mets les Jets en troisième position et les Dolphins. Je les mets plus bas en raison de Tua. Je vous l'ai énoncé un peu plus tôt dans l'émission. Mais également, les Tyreek Hill, on dirait plus que c'est le joueur de football. Hein. On dirait qu'il y a 18 000 projets. Oui, en tant que père, mais 18 000 projets au niveau de l'athlétisme. Veut peut-être participer, veut peut-être faire ci, veut peut-être faire ça. On dirait que tout lui intéresse, sauf de jouer au football. J'ai hâte de voir s'il va être en mesure de retrouver un peu là, son énergie là, pendant la saison. C'est le genre de joueur joker, s'il connaît toute une saison, là, il me fait mentir dès le premier épisode de cette saison 3, mais s'il ne connaît pas une bonne saison, là, tout le monde va dire on savait. Donc, c'est vraiment difficile, même pour le repêchage de votre fantasy football. Je ne sais pas si je le touche ou je ne le touche pas, Tyreek Hill. Même s'il glisse, on dirait qu'il y a trop de points d'interrogation pour le repêcher. Donc, voilà, c'était mes sujets pour ce premier épisode du balado Fanball pour la saison 3. J'espère que
vous avez apprécié, surtout qu'on a du football. Là. Ça commence cette semaine, donc les premiers matchs de football de la NFL. Je me suis dit, les premiers matchs sont lancés, on lance le premier épisode et on se revoit la semaine prochaine. Donc l'épisode va être diffusé lundi la semaine prochaine. On commence la vraie saison de Fanball. Là, c'est un épisode seulement pour tester des trucs. J'espère que la qualité visuelle va être très bonne. Avec les tests, on voyait que des fois, il y avait un certain délai dans la voix et l'image. J'espère et on va travailler très fort pour corriger le tout. On essaie un nouveau système cette année là, pour l'enregistrement de ce podcast. On va s'ajuster en cours de route, mais désolé des inconvénients. Je suis convaincu par contre que le format audio a bien fonctionné. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Fanball. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine.